bien, rentrons dans le vif du sujet. Je vous propose de vous présenter Carole Dubreuil, qui a eu vraiment l'amabilité, la gentillesse d'accepter mon invitation. Comme je vous l'ai dit, je l'ai connue par une bande dessinée, donc elle nous en parlera sûrement, par Daniel Vif, qui est le premier intervenant de l'élan matinale, dont je vous ai parlé en introduction. Donc, Carole, tu es originaire de Bourgogne, tu as grandi à la campagne. Toute petite, tu passais beaucoup de temps dans le potager de tes parents ou dans la forêt, et tu ressentais combien la nature était ressourçante pour toi. Et voilà, fasciné par la complexité et la beauté du monde, animaux et végétaux, ta passion, tu en as fait ton métier, en obtenant un doctorat, en faisant une thèse sur l'interaction entre les plantes et les pathogènes à l'INRA, Université de Bourgogne à Dijon, et tu as enfin travaillé sur le développement des plantes dans des laboratoires en Allemagne et en Suède. Ce qui est très important, c'est qu'en parallèle de tes activités de chercheuse, tu as occupé des postes de chargé de communication scientifique et tu développes un très fort attrait à la transmission de connaissances. Donc on a de la chance quand même. Voilà. Et depuis 2015, tu travailles à la vulgarisation scientifique et c'est vraiment ton défi personnel. Tu nous parleras peut-être aussi tu as un blog, tu fais des conférences, voilà. Donc tu as vraiment le souci de transmettre ta connaissance scientifique. Tu es d'ailleurs co-scénariste de la BD qui est à l'entrée. Je pense même que tu en as apporté quelques-unes. Voilà, si certains sont intéressés par Incroyables végétaux. Et c'est le président de jury de ta thèse, Daniel Vif, qui m'a suggéré de lire ta BD. Et c'est comme ça que tout a commencé. Voilà, merci de ta présence. Et puis, je te laisse la parole. Tu peux bien sûr te mettre debout si tu le souhaites. Ok. Du coup, merci beaucoup, Alexis. Bonjour à tous. Alors tout d'abord, quand tu m'as téléphoné, j'étais très surprise. Et finalement, quand tu m'as présenté ton concept de bioinspiration pour destiner en fait aux entreprises, j'étais émerveillée, vraiment. Et vraiment très curieuse de savoir en fait comment s'inspirer de la nature en fait pour vraiment aider le développement des entreprises. Et je te remercie beaucoup de m'avoir finalement accueilli, voilà, embarqué effectivement dans cette aventure qui est vraiment inspirante, puisque j'ai eu l'occasion de rencontrer Camille, avec qui on a eu vraiment des discussions qui étaient fabuleuses, et pour préparer cet événement. Et on disait toutes les deux d'ailleurs qu'on n'avait pas suffisamment de temps en fait pour aborder tous les points de ces sujets si variés, vastes et complexes, donc qui sont finalement les fleurs, les plantes, mais finalement le recrutement. Donc je te remercie beaucoup. Et aussi finalement de mettre en lumière les fleurs pour essayer d'aborder un sujet qui est vraiment complexe, le recrutement. Et ça nous permet en fait de remettre les plantes au centre de notre attention, puisque généralement on oublie quelquefois en fait que les plantes sont là et ce sont des êtres vivants, puisque les plantes sont immobiles, mais finalement elles ne le sont pas tant que ça. Et je suis vraiment ravie, voilà, de vraiment mettre en lumière tous ces êtres vivants qui finalement vont développer des stratégies au cours de l'évolution vraiment fantastiques pour un seul objectif, en fait, survivre et coloniser en fait la Terre entière. Donc, je vais vous présenter. Alors, hop, du coup. Alors, c'est là. Donc, pendant ma présentation, je vais vous montrer en fait des photos de mes photos de fleurs en fait pour vraiment égayer votre matinée, et surtout avec des couleurs, des formes et vraiment des stratégies très diversifiées pour permettre en fait la colonisation de ces êtres vivants sur la Terre. Donc, qu'est-ce qu'une fleur? Alors, cette photo a vraiment une histoire particulière, puisque je l'ai prise pendant le confinement. Et en fait, pendant cette période, toutes, heu, toutes, heu, les toutes les personnes finalement ont subi, heu, voilà, un chamboulement dans la vie, et notamment certaines, enfin, ou probablement la majorité des entreprises où le recrutement a été mis en stand-by. Et finalement, on a dû en fait se
se recentrer sur soi-même, n'est-ce pas? Et finalement s'ouvrir et en fait regarder tout autour de nous et notamment la nature. Et c'est ce que j'ai fait en fait pendant ce confinement. Et dans mon jardin, j'avais un cerisier qui était en bourgeon. Et finalement, j'ai suivi tout au cours du confinement cette éclosion en fait de fleurs en faisant des timelapses de ces fleurs. Donc cette fleur est finalement assez particulière puisque c'est l'organe de la reproduction sexuée et elle est constituée de plusieurs pièces florales en fait qui ont chacune une fonction bien particulière. Donc la première, c'est l'organe en fait femelle, donc la pièce centrale de la fleur, qui est donc le pistil. Autour, on a l'organe mâle, donc les étamines qui portent le pollen. Et entouré en fait de ces organes qui sont vraiment précieux, en fait, on a les pétales qui vont entourer donc ces organes pour les protéger, mais finalement aussi pour attirer les pollinisateurs. Et enfin, donc le pédoncule sur lequel la fleur se tient. Donc finalement, vous allez me dire, cette fleur, elle est assez basique, on en voit assez souvent. Mais finalement, d'un point de vue botanique, en fait, elle est extrêmement complexe. Et finalement, c'est le fruit de l'évolution d'une plante qui est extrêmement simple à la base. Et finalement, je vais vous raconter son histoire. Donc, il était une fois une fleur primitive, en fait, de type Magnolia, qui a côtoyé les dinosaures, donc à l'ère du Crétacé, donc il y a 140 millions d'années. Alors, je suis désolée, je ne peux pas vous présenter une photo de cette fleur, hein, mais par contre, j'ai eu vraiment la chance d'avoir Alain Sirvent à mes côtés, donc pour la BD Incroyables végétaux, qui a pu en fait croquer cette fleur primitive, donc qui est vraiment extrêmement simple avec des pétales, voilà, probablement blancs, voilà, en fonction des articles scientifiques en fait qui sont apparus. Et, et finalement, cette fleur avait un seul objectif, c'était survivre et finalement coloniser la Terre entière. Donc, comment coloniser la Terre entière en fait? En se développant, en s'adaptant en fait à l'environnement. Alors, certaines versions, finalement, ont disparu, puisqu'elles n'ont pas réussi à s'adapter, et d'autres, finalement, se sont bien adaptées et sont aujourd'hui celles que l'on peut retrouver partout, en fait, sur la Terre, avec plus de 250 000 espèces de plantes à fleurs répertoriées. Donc, répertoriées, non toutes les... On n'a absolument aucune idée du nombre d'espèces végétales en fait, qui existent sur la Terre. Et en fait, vous voyez une diversité vraiment magnifique de ces fleurs. Et finalement, cette grande diversité est intéressante puisque chaque fleur a sa place, chaque plante en tout cas a sa place sur le globe. Et finalement, elles arrivent à cohabiter, donc même s'il y a des compétitions, mais il y a aussi des associations entre les fleurs. Et finalement, si les plantes sont immobiles, comment on peut avoir en fait des plantes à fleurs en fait partout sur la planète? Tout simplement parce qu'elles ont mis en place une stratégie qui est la pollinisation et en fait qui leur permettent en fait de se disséminer partout sur la planète. Donc finalement, une plante ou un végétal, c'est quelque chose qui végète, qui ne bouge pas, à contrario d'un animal qui est en fait quelque chose qui est animé. Et finalement, ces plantes, donc ces plantes à fleurs, en fait, ont mis en place en fait, une stratégie qui est vraiment fantastique, qui est la pollinisation, donc c'est-à-dire le transport de pollen de l'organe mâle vers l'organe femelle pour établir la fécondation, le développement d'un fruit donc à la place de la fleur. Et cet organe végétal, en fait, va contenir donc des graines, enfin une graine ou des graines qui sont le vecteur en fait de la colonisation partout sur la planète. Donc l'objectif de la fleur, enfin ou de la plante en tout cas, c'est de se développer et donc de coloniser, de s'implanter sur tous les territoires. Finalement, la nature est bien faite ou quelquefois mal faite, alors tout dépend de quel point de vue on se place, mais les organes mâles et femelles ne sont pas toujours sur la même fleur.
Quelquefois, même si elles sont sur cette même fleur, en fait, la fécondation ne sera pas possible parce qu'il y aura une incompatibilité. Donc, on peut avoir des organes mâles et des organes femelles sur des fleurs différentes, mais aussi sur des plantes différentes. Donc, pour cela, en fait, pour réaliser la fécondation, euh, les plantes ont dû mettre en place en fait une stratégie pour transporter le pollen. Donc, ça peut être l'eau, le vent ou les animaux. Donc, en ce qui concerne les animaux, en fait, les plantes à fleurs ont mis en place des stratégies qui sont vraiment incroyables pour vraiment les attirer. Donc, en utilisant 3 sens, donc le toucher, la vue, l'odorat, avec des formes, des couleurs, des odeurs vraiment très diversifiées. Donc, vous en avez des exemples ici. Et il y en a surtout une en fait qui attire mon attention et qui attire les insectes, mais pas seulement les insectes. C'est celle qui est en bas à droite. Euh, c'est Aristolochia salvadorensis, qui est une plante d'Amérique centrale. Et finalement, celle-ci, elle attire les insectes, mais aussi les fans de Star Wars, puisqu'en fait, elle ressemble beaucoup à Dark Vador. Et finalement, au niveau de ses yeux, elle va dégager en fait une odeur qui va attirer les insectes, donc les pollinisateurs. Parmi toutes ces fleurs, ces plantes à fleurs, en fait, on va distinguer 2 types. Donc les plantes généralistes qui vont attirer un grand nombre de pollinisateurs et donc très diversifiés. Donc par exemple, on voit tout en bas à droite la fleur de trèfle, le liseron, le chèvrefeuille, etc. Et puis, on a des plantes qui sont plutôt spécialistes pour fidéliser en fait un type de butineur. Donc, par exemple, les orchidées qui sont vraiment très spécialisées au niveau des formes, des couleurs. Et finalement, on va avoir tout un panel de fleurs vraiment magnifiques. Et on a un exemple, puisque Alexis a bien fait de prendre comme fleur la figue. Et merci beaucoup d'avoir choisi et d'avoir écrit la figue, puisqu'effectivement, la figue n'est pas un fruit. Donc, ce que vous mangez, c'est le réceptacle floral en fait qui est inversé. Donc, à l'intérieur, vous avez les organes en fait reproducteurs. Et le figuier en fait utilise une petite guêpe pour sa pollinisation. Et en fait, la guêpe va féconder en fait le fruit de la figue. Ça va permettre en fait la fécondation du fruit de la figue en fait en pondant dans cette figue. Donc les pollinisateurs principaux, on a tous en tête la première, l'abeille, mais finalement on a aussi les guêpes, les mouches, les papillons. Donc surtout des insectes qui ont tous le même objectif, donc c'est se nourrir, donc se délecter de succulents nectar de fleurs, mais aussi se charger les pattes de pollen pour les transporter dans la ruche, mais aussi pour se reproduire. Et finalement, vous voyez l'exemple de cette petite guêpe qui est attirée par une abeille, pardon, qui est attirée par une abeille femelle. Et finalement, ce n'est pas vraiment une abeille femelle, c'est une orchidée qui s'appelle Ophrys bourdon, qui finalement a réussi à développer toute une stratégie de mimétisme pour vraiment attirer en fait l'abeille mâle. Et finalement, cette abeille s'est complètement fait duper. Mais par contre, l'orchidée a réussi, elle, en fait, à se faire probablement féconder par le transport de pollen. Et parfois, il existe des pollinisateurs complètement inattendus. Finalement, les plantes ont développé toutes ces stratégies, mais il y a d'autres pollinisateurs finalement qui vont rentrer en scène, comme des animaux qui vont passer dans le jardin et qui vont transporter du pollen sur leurs poils, ou alors la main de l'homme qui va cueillir le 1er mai des jolies clochettes dans la forêt, mais aussi la production de graines de vanille, comme cette orchidée, où finalement la fécondation en fait, va se faire grâce à la main de l'homme. Et finalement, la vanille va perpétuer au niveau de son espace grâce à l'homme. Donc finalement, au départ, l'évolution n'est pas faite pour ça, mais la vanille finalement va profiter
des personnes qui sont assez gourmandes pour faire de bons gâteaux vanillés. Donc, finalement, toute cette histoire est vraiment très sympathique, très belle. Et on pourrait dire que les plantes vécurent heureuses et eurent beaucoup de graines. Mais finalement, dans les histoires, il y a toujours un méchant, il y a toujours un problème que le personnage principal doit résoudre. Et du jour au lendemain, en fait, la plante peut se faire complètement croquer, puisqu'elle est belle à croquer, mais finalement, elle se fait croquer par un dinosaure. Et quand j'ai trouvé cette case sur la BD, j'ai trouvé que finalement, ce dinosaure était vraiment parfait, parce qu'en fait, il va représenter toutes pardon. Le dinosaure en fait va représenter toutes les difficultés, tout l'environnement en fait qui peut être instable, hostile aux plantes. Et effectivement, lorsque l'écosystème, donc c'est-à-dire un ensemble d'espèces un ensemble d'espèces en fait qui vont cohabiter, qui vont s'aider, etc. Si l'écosystème en fait est dérégulé, en fait, on peut voir l'espèce disparaître et finalement, on aura vraiment un écosystème qui sera complètement perdu. Donc, on a par exemple comme plus assez de pollinisateurs, donc au niveau de ce champ de colza, où finalement on n'aura pas forcément de pollinisation, donc d'huile de colza par la suite. Un mauvais signal émis par la fleur ou encore un environnement qui sera non favorable comme la compétition par d'autres espèces ou une instabilité de l'environnement. Mais finalement, les fleurs ont un pouvoir, donc le pouvoir des fleurs, avec une stratégie qui est absolument infaillible, puisqu'elles ont la possibilité en fait de se protéger, de s'ouvrir et de se fermer à différentes heures de la journée. Et ça, c'est ce qui a été découvert par le botaniste suédois Carl von Linné et son fils. Et finalement, ils en ont dessiné une belle horloge florale pour montrer en fait les différentes ouvertures et fermetures des fleurs tout au long de la journée. Donc, vous avez en haut à gauche, en fait, l'oxalis qui est super, qui est une très belle plante à avoir chez soi. C'est très sympathique parce qu'elle s'ouvre le matin et elle se referme le soir, et que ce soit ses feuilles et ses fleurs également. On a aussi la belle de nuit qui finalement, elle va s'ouvrir le matin, et qui va s'ouvrir, pardon, le soir. Et ces fleurs, en fait, donc, sont fermées pour mobiliser l'énergie de la plante, protéger finalement les organes qui sont vraiment précieux pour la fleur contre son environnement. Et lorsqu'elle sera prête, en fait, elle va s'ouvrir et déployer toute son énergie pour vraiment présenter ses organes reproducteurs donc dans les meilleures conditions pour réaliser la pollinisation. Mais finalement, la stratégie par excellence se trouve dans le désert de Atacama au Chili, qui est l'endroit le plus sec de la planète. Et donc, c'est un milieu qui est vraiment extrêmement hostile. Finalement, il n'y a absolument rien sur cette terre. Et pourtant, tous les 5 ans, il y a un phénomène qui est vraiment sensationnel qui se passe lors du passage de El Niño, où il y aura beaucoup de pluie, donc des pluies très abondantes. Et là, il y a un paysage qui sera complètement changé par le fleurissement en fait, de plus de 200 espèces végétales en même temps, qui vont finalement permettre chacune d'entre elles attirer une diversité de pollinisateurs donc dans cet environnement hostile. Et finalement, la meilleure stratégie que les plantes puissent avoir pour vraiment survivre dans des environnements qui soient soit favorables, soit hostiles, finalement, c'est la stratégie de coopération. Donc, je vous remercie beaucoup de votre attention et puis ravie d'entendre la partie recrutement pour en discuter. Merci beaucoup. Je te laisse reprendre ta chaise si tu veux. Effectivement, ce que j'ai oublié de dire, c'est que 15 minutes pour Carole, 15 minutes pour Camille, et ensuite 20 minutes de questions-réponses. Donc, vous pourrez bien sûr poser des questions donc à Carole. Merci beaucoup. Donc, je vous présente Camille.
Camille, effectivement, tu as toujours navigué dans l'univers du conseil en recrutement. Il y a 14 ans, tu as été parmi les premières à t'intéresser à l'évolution de la communication RH pour améliorer le recrutement, ce qu'on appelle aujourd'hui communément la marque employeur. Petit à petit, tu as fait ta place en évangélisant, c'est le terme que tu as utilisé, les entreprises sur ce sujet et en apportant une méthodologie convaincu que chaque entreprise a une marque à développer, à valoriser pour attirer les bons candidats. Ta volonté derrière ton action, comment agir pour que se reconnectent les candidats et les entreprises, et j'aurais envie de dire les bons candidats avec les bonnes entreprises. Aujourd'hui, tu accompagnes les entreprises à parler le bon langage pour attirer les bons profils. Merci de ta présence et merci de ton exposé. Merci à toi, Alexis. Merci. Effectivement, la préparation de cet événement a été un moment vraiment riche en termes d'échanges avec Carole, où on a découvert à quel point l'entreprise avait des choses à apprendre de la nature. Et du coup, sur nos deux thèmes, où on est deux passionnés, donc ça ne s'arrêtait pas. On avait beaucoup trop de choses à vous dire. On a dû sélectionner et du coup, vous en faire un résumé grâce à Alexis qui nous a un peu cadrés. En tout cas, ces deux thèmes un peu communs finalement. Aujourd'hui, le recrutement, c'est un peu comme une fleur. On voit tout de suite de quoi on est en train de parler. On a tous vécu une expérience liée au recrutement. Et pour la plupart d'entre vous, peut-être même des deux côtés. C'est-à-dire qu'on a été candidat et on a également recruté. On a recruté sans forcément être formé au recrutement. Donc, c'est vraiment quelque chose sur lequel je m'interroge de plus en plus, en fait, en me disant, mais c'est un métier, mais tout le monde le fait. Donc, c'est assez étrange. Et du coup, voilà, toute cette question, c'est autour du sujet qu'on va aborder, qui est le recrutement. Le recrutement, c'est quoi? C'est un processus qui est crucial pour l'entreprise, qui permet en fait d'attirer, de qualifier et de sélectionner les bons individus qui vont participer à son bon fonctionnement et également à son développement. Donc on voit que c'est un enjeu, un impact hyper important pour une entreprise. Aujourd'hui, on est à 72% de dirigeants de PME et ETI qui considèrent que les difficultés de recrutement freinent leur croissance. Donc, on est face à des difficultés de recrutement sur le marché pour les entreprises. Et du coup, il faut remédier à ce défi qu'est le recrutement. Et du coup, il y a un concept qui est né, qui est apparu dans les années 90, qu'on appelle donc communément la marque employeur, et qui évolue fortement, notamment ces dernières années, parce qu'il a pu évoluer en lien avec les outils de la communication et les formes de communication. Il permet, donc la marque employeur, c'est le fait de valoriser ce qu'on propose en tant qu'employeur afin de pouvoir promouvoir ce qu'on est et ce qu'on vit chez nous, dans son métier et dans son épanouissement professionnel. Donc, c'est de la communication. Mais c'est également, la marque employeur, à mon sens, tout un enjeu assez important qui va être aussi de faire la promotion de métiers qui vont être soit méconnus, soit qui vont peut-être subir des préjugés, parce que tout le monde connaît ce métier. Et du coup, il y a un enjeu aussi de développer la connaissance des jeunes, des métiers qui existent dans l'entreprise, afin de pouvoir les accompagner dans leurs orientations professionnelles. Donc on voit que le concept, en fait, qui était au début communiqué pour recruter, aujourd'hui a un impact sociétal assez important parce qu'on est sur 8 métiers sur 10 qui sont aujourd'hui en forte tension ou très forte tension en termes de recrutement. C'est phénoménal.
Je pense que vous le vivez tous, ou vous entendez tous parler de ce souci en fait qu'ont aujourd'hui les recruteurs, les DRH, les dirigeants d'entreprise, de pouvoir recruter des collaborateurs. Simplement pour la petite histoire, en fait, on part vraiment de loin en termes de communication RH. Moi, j'ai connu, tellement je suis vieille, quand même, on part en fait, pour recruter, les entreprises diffusaient des annonces dans la presse avec un minimum de caractère. Vous voyez ? Donc, entre aujourd'hui et le début du concept de la marque employeur, il y a eu plein de choses à faire. Et il reste beaucoup, beaucoup de choses à faire. On recevait les CV par fax. Donc, la communication était un peu coupée, finalement, entre les entreprises et les candidats. Ce n'était pas si évident, mais il y avait moins de difficultés de recrutement, donc ce n'était pas forcément un gros enjeu. Le concept, du coup, a continué à évoluer, notamment avec le web et, du coup, tous les sites Internet. Il y a eu, du coup, l'émergence de ce qu'on appelle les job boards, donc les sites d'emploi, qui ont permis de toucher plus de candidats, finalement, et de recueillir plus facilement et plus rapidement des CV et des candidatures. Ça a augmenté, du coup, le nombre de candidatures et donc, du coup, le boulot des chargés de recrutement qui, du coup, ont eu un impact pour qualifier, sélectionner et réfléchir finalement à quelles sont les compétences dont on a besoin, comment est-ce qu'on qualifie un candidat. Et il y a cette émergence du coup aussi du savoir-être finalement qui a émergé. Et puis maintenant, actuellement, on a donc ces fameux réseaux sociaux. Et du coup, ce qui est assez intéressant, c'est de se dire que finalement, le site web a permis de développer le contenu et de réfléchir aussi à comment est-ce qu'on parlait de son offre d'emploi et de développer du contenu en termes de communication, de recrutement. Là, les réseaux sociaux, non seulement l'entreprise, elle a perdu la main sur ce qu'elle dit d'elle, donc du coup, ça l'a confrontée à ce qu'elle proposait à ses collaborateurs. C'était un peu caché finalement avant. Là, l'entreprise, elle n'est plus la seule à maîtriser sa marque. Mais, et ce que je trouve aussi très intéressant, c'est que l'émergence des réseaux sociaux et la communication que l'entreprise est obligée de réaliser par le biais de ces outils, de ces supports, nécessite une certaine authenticité et une certaine transparence, du coup. Donc, en fait, on va encore plus loin dans la forme de communication, c'est-à-dire que on sait ce qui se passe chez vous et du coup, comment est-ce que nous, on reprend la main pour pouvoir en parler, le promouvoir et le travailler finalement. Du coup, il y a eu toute une réflexion de qu'est-ce qu'on a envie de valoriser de notre entreprise, de nos métiers, comment on les fait chez nous, etc. Donc, c'est un concept qui est en permanence challengé par le monde dans lequel il est, que ce soit par le côté de l'entreprise, comme par le côté finalement de la société, vu qu'on vient répondre par le biais de cette communication de marque employeur aussi à un besoin et à des nouvelles attentes des candidats en termes de ce qu'ils viennent chercher par le travail. Oui, il y a moins de fleurs, moi. Je vous dis, c'est des chiffres et des pictos. Hein. Je vous préviens, on est côté entreprise. J'ai quand même laissé la feuille verte d'Alexis. C'est un enjeu pour les entreprises de développer leur marque employeur dans le sens. Et du coup, c'est devenu presque. Alors, aujourd'hui, on dit marque employeur, presque tout le monde sait ce que c'est. Moi, quand j'ai démarré il y a 10 ans, ma maman ne comprenait pas ce que je faisais comme métier, en fait. Et c'était compliqué de lui expliquer. En fait, je développe la communication pour les entreprises afin de les aider à recruter. Okay. Pourquoi tout le monde en parle, donc, notamment par rapport à ces difficultés de recrutement, mais aussi parce qu'on sait qu'il va manquer 1,5
millions de salariés d'ici 2030. Donc, il y a aussi une projection en fait, des entreprises de se dire, aujourd'hui, on a des difficultés, mais comment est-ce qu'on pallie les difficultés qui vont arriver et qui vont être plus importantes, notamment dans certains métiers. Moi, quand je pense à des métiers liés à des besoins de compétences, et des compétences qui évoluent, qu'on ne connaît pas. On pense à tout ce qui est lié à l'émergence de l'IA, les technologies de l'information, etc. On pense à des métiers qui subissent qui ne sont pas forcément très bien considérés. On pense au service à la personne, on pense à la restauration, où il y a des préjugés liés aux horaires, à la difficulté de ce métier. Les métiers du BTP. Enfin, voilà, presque tous les secteurs sont concernés par certains métiers et qui sont indispensables, en fait. D'ailleurs, on l'a vu pendant le Covid, les métiers qui étaient indispensables et où les gens continuent à travailler. C'est un enjeu aussi important, ce concept de marque employeur, parce que, au-delà de l'attractivité des métiers et de l'entreprise, ça vient challenger également l'engagement. Et quand on sait que 25% des collaborateurs se disent désengagés, totalement désengagés de leur entreprise et de leur travail, on se dit que les entreprises, elles ont du job en fait, pour pouvoir réengager les collaborateurs, ou en tout cas se réinventer, pour réfléchir à qu'est-ce qui engage aujourd'hui un collaborateur dans son travail, dans son entreprise, qu'est-ce qui l'attend, et comment le faire évoluer en fait dans son entreprise, tout en le maintenant engagé. Donc là, on touche un autre concept qui est intégré dans la marque employeur, qui est l'expérience collaborateur. Et aujourd'hui, c'est une quête de sens auquel l'entreprise doit répondre, ce qui est compliqué quand on est dans des enjeux business, en fait. Un besoin de se réaliser. Enfin, l'entreprise, elle n'est pas là pour se réaliser, en fait. Vous voyez ? Donc, ça remet en question toute la proposition employeur de l'entreprise et qui doit, du coup, suivre ses besoins sociétaux. Parce qu'en fait, c'est nécessaire aujourd'hui. Elle doit accompagner ses collaborateurs à trouver du sens, à se réaliser et à apporter un certain équilibre. C'est des besoins attendus et du coup, on n'est plus dans les besoins primaires du travail, en fait. Et du coup, mon dernier chiffre, ça vient interroger cet impact business, parce qu'on sait que 78% des candidats estiment avoir une influence en tant que consommateurs de l'expérience qu'ils ont vécue en tant que candidat. Et du coup, c'est l'autre concept, le pendant du collab, expérience collaborateur, expérience candidat. Qu'est-ce qu'on propose à nos candidats au cours du process de recrutement? Là aussi, on part de loin. Et du coup, là, on se dit, il y a des entreprises qui ont fait des études, alors notamment Virgin, je crois, qui a fait des études sur combien ils perdaient en chiffre d'affaires lié à la mauvaise expérience candidat qu'ils faisaient vivre à leurs collaborateurs. Parce que du coup, ce qu'il faut dire, c'est que ce concept de marque employeur n'a qu'un objectif, c'est quand même un enjeu business. Hein. On est d'accord. On reste dans l'entreprise. Et du coup, cet enjeu business, il a un impact, et notamment Kodak, typiquement, qui a vécu, donc c'est un des exemples à prendre, qui a fait faillite en fait. Parce qu'ils sont restés dans leur modèle, ils n'ont pas été capables, ils ont proposé en fait, en termes de management, d'accompagnement de leurs collaborateurs, un management qui restait dans un modèle, ils étaient leaders en fait. Donc, fais ton job, continue à le faire comme ça, on fait comme ça depuis toujours, et ça marche. Sauf que du coup, ils n'ont pas su attirer ou développer du temps pour leurs collaborateurs sur des compétences qui allaient accompagner la transition numérique, en fait. Les objectifs de la marque employeur, donc vous l'aurez compris, c'est rayonner pour développer sa notoriété. Donc c'est comment est-ce que je communique pour pouvoir être plus connu.
comment est-ce que j'agis à l'intérieur auprès de mes collaborateurs et auprès de mes candidats pour que ça se sache et que je sois plus attractif, notamment par la réputation. En fait, là, on travaille sur la réputation et l'image de l'entreprise. Il y a des entreprises qui ont une super réputation employeur, d'autres une très mauvaise. Et enfin, comment cultiver pour nourrir sa rétention. Donc, comment est-ce que je conserve les meilleurs, les talents, ce qu'on appelle les talents, même si j'aime pas trop ce mot, mais en tout cas, comment est-ce que je fais en sorte que mes collaborateurs restent les meilleurs? L'approche qu'on a développée autour de la marque employeur, tous ceux qui travaillent sur ce sujet, est assez simple finalement. On commence par de l'introspection. Qui on est, qu'est-ce qu'on propose? On interroge les collaborateurs en interne. C'est quoi le vécu? Qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce qui ne te plaît pas? Pourquoi tu as choisi de nous rejoindre? C'est quoi nos arguments en tant qu'employeur? On arrête de décréter des valeurs du dirigeant qui sont souvent quand même des mots qui ont plein de sens et qui en perdent leur sens en fait à cause de cette utilisation excessive. Donc souvent, c'est bienveillance, innovation et esprit d'équipe, parce que c'est quand même chouette d'avoir un esprit d'équipe dans la boîte. Donc, ouais. C'est ma dernière slide, non? Ah non, j'ai encore deux. Ouais. Valoriser ce qu'on propose. Donc effectivement, comment est-ce que finalement ce qu'on propose, on va pouvoir le promouvoir et assumer ce qu'on est. Je vais vous montrer un exemple. Et diffuser aux bonnes cibles, c'est du coup comment est-ce que je touche les bons individus et pas tout le monde. Ceux qui vont s'épanouir chez moi finalement. Et c'est peut-être pas ceux qu'on aimerait avoir. Définir qui on est, la raison d'être. Ça, c'est une boîte de finance qui est B Corp, je crois, ou entreprise à mission. Et du coup, qui a une vraie réflexion même sur sa proposition business en fait. Donc on voit que le recrutement, je pars du recrutement, d'un entretien, on en est arrivé à comment est-ce que je remets en question ma proposition business. Je passe vite du coup. Moi, j'aime bien cette dernière pub marque employeur de Burger King. Valoriser ce qu'on propose, même si ce qu'on propose, c'est juste un job étudiant, c'est juste des frites et des burgers, on le sait, et on n'est pas en train de vous faire rêver et vous dire que vous allez être je ne sais pas quoi. Voilà, c'est un job, c'est comme ça, et finalement, tu peux peut-être t'épanouir chez moi. Et puis diffuser aux bonnes cibles, ça c'était un gros buzz qui avait été fait par Michel et Augustin, où la DRH était allée dans le métro pour recruter. Et du coup, non seulement elle a fait dans le métro, il y a sûrement eu des candidats, peut-être, parce que c'était marrant comme façon d'approcher des candidats, et elle s'est différenciée, mais aussi par tout le buzz que ça a fait du coup sur les réseaux sociaux. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Voilà, on arrive à votre partie à vous. Maintenant, est-ce que vous avez fait des liens entre les deux sujets? Est-ce que vous avez des questions à poser à nos deux intervenantes? Et bien sûr, c'est proposé aux gens qui sont en visio, qui nous suivent de loin. Donc, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat que je relayerai. Voilà. On dit en communication qu'on ne peut pas parler à tout le monde en même temps. Et de l'autre côté, vous avez dit que certaines fleurs étaient généralistes et pour attirer un maximum de pollinisateurs. Est-ce que c'est applicable en communication ou comment on peut faire du coup? Alors, c'est une question piège. Merci de me mettre face à ça. C'est très agréable, en sachant que je me suis levée hyper tôt. Effectivement, je pense que c'est une évolution de la com sur les prochaines années. Moi, j'y crois vachement parce que je suis fan de market, que de segmenter. Et du coup, de pouvoir adresser des messages différents en fonction des cibles. Et notamment, du coup, moi, les cibles métiers. Mais aujourd'hui, quand même, beaucoup d'entreprises, et je vous invite à aller voir des sites carrières. Si vous n'êtes pas en recherche d'emploi, vous ne regardez pas d'offres d'emploi aujourd'hui, mais je vous invite à prendre n'importe quelle entreprise et à regarder son espace carrière, nous rejoindre, et vous demander à qui il s'adresse, en fait, à part à tout le monde. Donc c'est effectivement un point qui nous différenciera peut-être si j'arrive à bien faire mon job en tant qu'agence de com.
Oui, effectivement. Et concernant les fleurs spécialisées, en fait, elles se sont développées au cours de l'évolution et elles se sont adaptées finalement à leurs candidats. Donc, elles vont vraiment en fait mettre en place, comme par exemple la fleur orchidée bourdon, qui elle va vraiment en fait essayer de comprendre, enfin comprendre entre guillemets, hein, euh, c'est de l'évolution, c'est de la sélection hein, finalement naturelle. Mais en fait, elle va vraiment s'adapter et elle va tirer les points positifs finalement de cette abeille pour justement se présenter, comme tu disais, de manière à l'attirer, en fait, tout mettre en avant et en étant vrai pour justement attirer cette abeille et permettre la pollinisation. Ouais. Est-ce qu'on parle, j'ai déjà entendu parler de pas de co-développement chez les fleurs, enfin de coévolution, non, c'est ça? En fait, il y a toujours une coévolution entre les espèces. Donc, c'est comme par exemple l'antilope et le guépard. En fait, au cours de l'évolution, l'antilope va courir plus vite pour ne pas se faire manger par le guépard, et le guépard, en fait, au fur et à mesure, va courir de plus en plus vite pour essayer d'attraper l'antilope. Donc finalement, en fait, c'est la coévolution des espèces. Et on peut effectivement faire le pendant avec le recrutement, avec les entreprises et les candidats, où en fait chacun doit s'adapter à l'autre finalement pour trouver un équilibre hein, finalement. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonjour. J'ai une double question pour Carole et probablement pour Camille, en fait. D'abord, merci pour ce que vous nous avez raconté. Je voulais savoir si vous aviez, dans vos recherches, dans vos observations, rencontré une fleur, une espèce de fleur qui avait disparu parce que, justement, il y avait, à un moment donné, plus assez de pollinisateurs pour cette fleur-là. Est-ce que ça existe dans la nature? Alors moi, je n'ai pas travaillé spécifiquement sur les fleurs. Hein. Ou des plantes, enfin, dans le végétal, en tout cas. Oui, alors je n'ai pas forcément un exemple en tête, mais de toute façon, on entend aujourd'hui, que ce soit pour les plantes ou les animaux, des disparitions d'espèces. Donc, on peut même aborder ce sujet de manière très large. Et finalement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'un écosystème est très fragile. Donc, l'écosystème, en fait, c'est le regroupement d'espèces en fait, qui vont interagir entre elles. Et finalement, si on enlève une espèce, en fait, l'écosystème s'écroule. Donc, finalement, on a aussi, j'ai donné l'exemple du champ de colza. Alors, je ne vais pas rentrer dans les débats de pesticides, d'insecticides, etc. Mais finalement, on entend aujourd'hui que le plus on utilise d'insecticides, le moins il y a de pollinisateurs. Donc, on parle beaucoup des abeilles, mais il n'y a pas que les abeilles. Et finalement, on va avoir des difficultés de production aussi, finalement, au niveau des cultures, au niveau agronomique. Donc, on ne se rend pas compte de la problématique de base, mais finalement, ça va devenir complètement mondial, et que ce soit au niveau des fleurs ou du recrutement aussi. Et voilà, c'était le lien que je faisais avec Camille. Et je me pose la question, je crois que j'ai à peu près compris ce que représente la marque employeur avec vos éclairages. Et tout le monde n'est pas égal face à ce qu'il peut mettre en avant. Et donc, est-ce qu'il y a un risque de disparition parce qu'on n'attire pas assez les candidats? Et qu'est-ce que ça peut avoir comme impact? Non, il y a une diversité d'entreprises qui est aussi diverse que les fleurs. Et du coup, c'est ça qui est extraordinaire, en fait. C'est aussi une proposition qui évolue avec l'entreprise, parce que ce qui allait à un moment donné, elle évolue, son histoire, son développement. Donc, c'est aussi super intéressant. Et je pense que chaque entreprise a une marque employeur et qu'elle est en capacité, du coup, de s'adresser à la personne envers qui ça parle. Et je pense que faire des choix, choisir. Est-ce qu'il y a du coup des entreprises qui peuvent disparaître parce qu'elles ne suivent pas tes conseils?
Oui, sûrement. C'est évident. Voilà, moi, j'ai beaucoup travaillé dans des petites structures où j'ai notamment été souvent la première salariée. Du coup, il n'y avait pas finalement de marque employeur. Et c'est peut-être ça qui m'a plu. Vous voyez, chacun va chercher. Donc, je ne suis pas sûre qu'il y a un manque d'attractivité de ce qu'on est quand on sait ce qu'on est et qu'on sait le diffuser, en fait. Et qu'on n'a pas d'exigence non plus, peut-être, à se dire moi, il me faut absolument tel type d'individu qui a fait cette formation. Vous voyez, c'est peut-être d'être un peu ouvert comme les fleurs et de voir un peu au-delà de critères qu'on peut avoir en recrutement, en fait. Hein. Et puis tous les biais. Enfin. Et c'est pour ça que être formé en recrutement, c'est important, en fait. Alors, j'ai 2 questions à distance, donc je vais les prendre. Déjà, une. Merci à Serge Manque-Joubert d'Entre les Arbres. Les fleurs collaborent entre elles pour recruter comme dans le désert d'Atacama. Est-ce que les entreprises arrivent à collaborer entre elles pour mieux recruter et comment? C'est pour toi, ça. Merci, Serge. Il y a un nouveau mouvement qui est en train d'émerger, qui est très intéressant, qui s'appelle le recrutement circulaire, et du coup qui va dans ce sens de la collaboration autour du recrutement, parce que c'est vrai que le recrutement, normalement, c'est un peu compétitif, c'est moi qui vais attirer le meilleur, et je le garde bien pour moi, et surtout, je n'envoie pas mes CV à d'autres ou à mes concurrents, en fait. Hein. Et là, il y a cette émergence du recrutement circulaire qui veut que finalement, tous ces gens qu'on a rencontrés, qualifiés, sélectionnés, qu'est-ce qu'on en fait à part leur dire c'est pas vous. Et donc, c'est de se dire tiens, je vais l'envoyer à mon réseau parce qu'il a tel savoir-être ou telle compétence. Et du coup, comment est-ce que finalement, ce temps ne soit pas perdu en termes de qualification de candidat, mais au contraire, puisse servir à ce candidat. Et on voit que là, c'est du coup encore une nouvelle étape de la vision du recrutement par l'entreprise. Alors, le temps passe. On va prendre une dernière question dans la salle. Et puis après, je vais devoir conclure. Je rebondis là sur les sujets de spécialisation, du message envoyé, etc. Moi, je ressens ça fortement. C'est à force de vouloir mettre tout le monde dans des moules, on va tous finir comme des quiches ou des tartes. Et je suis quand même assez frappé de voir à quel point les offres sont extrêmement précises, l'usage excessif des mots-clés, on est foutu dans des bases de données, on est filtré par des stagiaires. Oui, l'IA, oui. L'IA, elle a un big data qui lui donne un peu plus d'expérience, entre guillemets, que le stagiaire. Et j'aime pas du tout l'IA. Hein. Oui. Oui. Elle a plus de biais, finalement, l'IA, presque qu'un stagiaire. Aujourd'hui, c'est dénoncé, en fait. Ok. Non, de toute façon, l'IA, je comprends toujours pas. Mais et donc, voilà, comment par rapport à ça, vous envisagez justement cette difficulté entre la curiosité qu'on peut avoir justement sur la diversité des profils et cette hyper spécialisation, cette hyper précision dans la façon dont le recrutement est opéré aujourd'hui? Alors, quand je parlais de spécialisation, c'était plus sur le contenu de la communication, c'est-à-dire de se dire, finalement, mon entreprise recrute des commerciaux et des ingés. C'est pas les mêmes messages que je vais leur faire passer parce que ce qui leur parlera et ce qui va les attirer, ça va pas être forcément les mêmes arguments pour présenter la boîte, par exemple. Après, j'ai envie de dire, l'entreprise est le reflet de la société. On est tous de plus en plus dans des communautés finalement, et peut-être que oui, c'est ça. Enfin, c'est d'être de plus en plus. Ça sécurise de mettre des mots clés sur un métier et de se dire c'est ça qu'il nous faut et on va leur parler comme ça à eux. J'ai pas vraiment d'avis. Moi, c'est vrai que
ce qui m'intéresse, c'est de se dire comment est-ce qu'on se différencie justement des autres entreprises pour parler différemment, tout en essayant de révéler ce qu'on est vraiment dans la boîte. Mais voilà, c'est un vaste débat. Et là, on peut rebondir sur la façon dont les écosystèmes fonctionnent. C'est justement la grande diversité et les liens qu'il y a entre ces diversités et les dépendances qu'il y a entre ces diversités avec une vision systémique. Et aujourd'hui, moi, j'observe beaucoup de pensées en silo qui ne créent pas de lien, même à l'intérieur du fonctionnement de l'entreprise. On a fait des recrutements d'ingénieurs et de commerciaux, pour reprendre votre exemple, et une fois qu'ils sont recrutés, ces ingénieurs et ces commerciaux ne savent pas travailler ensemble, ne savent pas communiquer ensemble. Et justement, là, pour rebondir sur le sujet du jour, la nature nous invite à créer plus de liens, de mycélium entre... toutes les entreprises, vous voyez, c'est compliqué. Enfin, y a des super boîtes qui sont en capacité de monter des gens en compétences, enfin, je pense à là un client avec lequel je travaille dans l'énergie renouvelable, qui recrute des profils complètement variés, bio, agronomes, commerciaux, chefs de projet qui viennent de juridiques, etc. Et ils sont en capacité de se dire, mais nous, en fait, on sait les former et on va les mettre ensemble. Et ces gens restent dans cette boîte juste par la diversité des profils avec lesquels ils travaillent sur leur projet. Donc, c'est juste qu'on ne les connaît pas. Ils sont tout petits, on les connaît moins et on en parle moins. Voilà, je suis désolé, on va devoir s'arrêter là pour que je tienne le timing à peu près. Merci beaucoup à nos deux intervenantes. Je pense qu'on peut les applaudir.